Salut mes chers élèves, je suis excitée à vous dire qu'on va commencer une nouvelle unité. Savez-vous qu'est-ce qu'on va étudier maintenant? Si vous avez pensé les gaz, vous avez raison. Donc, on a déjà terminé de parler des solides et des solutions et maintenant on commence l'unité avec les gaz. Alors, voici notre résultat d'apprentissage pour cette leçon. Premièrement, on va comprendre le comportement de ce qu'on appelle des gaz parfaits, et ceci à travers la théorie cinétique. Ensuite, on va se familiariser avec les trois lois des gaz, soit la loi de Boyle-Mariotte, la loi de Charles et la loi de Gay-Lussac. Dans cette leçon, on va seulement se concentrer sur la loi de Boyle-Mariotte. Dans la prochaine leçon, on aborde les deux autres. Alors, avant de commencer notre leçon, on va juste parler un peu des propriétés des solides et les liquides. Donc, vous saviez bien que les liquides et les solides ne sont pas compressibles, ils sont incompressibles. On ne peut pas les comprimer. Qu'il existe toujours de l'espace vide entre les particules, et ça c'est pour les trois états de matière, que les particules ne se déplacent pas indépendamment les unes des autres. Le mouvement de chacune affecte le mouvement des autres particules qui l'entourent à cause des forces d'attraction et de répulsion entre les particules. Et toute particule qui compose la matière est continuellement en mouvement. Concernant les particules en état gazeux, oui, un gaz peut être comprimé. Durant la condensation, c'est ce qui se passe. Lorsqu'on comprime un gaz, les forces entre les particules deviennent plus fortes afin de pouvoir maintenir les particules ensemble. Alors, le gaz se transforme en liquide. Et c'est pourquoi quand on prend une bonbonne de gaz et on la fait déplacer un peu, ou agiter un peu, on peut entendre un peu de liquide à l'intérieur. C'est vraiment le gaz sous pression. Les particules de gaz se déplacent indépendamment les unes des autres. Il n'y a pas vraiment de grande force d'attraction ou de répulsion entre ces particules. Et elles se déplacent tellement vite que le mouvement n'est pas dicté par la gravité. Donc, les particules de gaz ne sont pas affectées par la gravité. Donc, parlons un peu des forces intermoléculaires. Ceci est important afin de comprendre le comportement des gaz. Donc, entre les particules de gaz, il y a des faibles forces de dispersion. Si vous vous rappelez des forces de dispersion, il s'agit des dipôles temporaires. Donc, les liaisons sont trop faibles pour maintenir une substance dans l'état liquide ou solide et donc, la majorité du temps, les formes gazeuses contiennent les liaisons de forces de dispersion. La plupart des molécules non polaires existent alors sous la forme gazeuse, comme le dioxyde de carbone et les autres gaz halogénés. N'oubliez pas que la taille a une influence sur la force d'attraction. Le plus que la molécule est grande, le plus de force de dispersion qu'il y a et donc le plus que elle va dévier de l'état gazeux pour devenir liquide. Donc, parlons un peu de l'influence de l'énergie cinétique sur l'état d'une substance. Quand j'augmente la température, j'augmente aussi l'énergie cinétique disponible pour les particules. Ils vont pouvoir vaincre mieux les forces d'attraction et vont préférer exister sous forme de l'état gazeux. La théorie cinétique qu'on va aborder maintenant décrit un gaz hypothétique, ce qu'on appelle un gaz parfait. Donc, en réalité, les gaz ne se comportent pas exactement de cette manière, mais c'est très proche de la réalité. Alors, commençons à parler ensemble de la théorie cinétique. Voici ses énoncés. Premièrement, cette théorie nous dit que le volume d'une molécule de gaz est négligeable par rapport au volume du contenant dans lequel elle existe. Ceci veut dire que les particules sont très éloignées les unes des autres. Alors, le premier énoncé de la théorie cinétique nous dit qu'il y a un grand espace entre les particules de gaz. Le deuxième énoncé de la théorie cinétique nous dit qu'il n'y a aucune force d'attraction ou de répulsion. Comme on vient de voir, les particules n'ont rien à faire avec leurs voisins. Le troisième énoncé de la théorie cinétique nous dit que les particules possèdent une énergie de translation qui est élevée et donc ils sont capables de se déplacer au hasard en ligne droite. Et ça, c'est important. Les particules de gaz parfaits, on assume qu'ils se déplacent toujours en ligne droite.
Et les collisions entre les molécules sont élastiques. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez pensé qu'elles ne perdent pas de l'énergie, vous avez raison. Quand les particules de gaz entrent en collision entre elles-mêmes ou avec les murs du contenant dans lequel elles se trouvent, il n'y a pas de perte d'énergie. Finalement, l'énergie cinétique moyenne des molécules est directement proportionnelle à la température. Ceci veut dire que quand j'augmente la température d'un échantillon, j'augmente aussi l'énergie cinétique des particules de gaz dans cet échantillon-là. Quand je diminue la température, l'énergie cinétique moyenne, est-ce que la pression selon vous? Prenez 10 secondes pour en penser. Si vous avez appris dans les autres cours de sciences sur la pression, vous savez bien que la pression, c'est une force exercée sur un objet par unité de surface. Donc, P est égal à F, F pour force, divisé par A, qui est la surface d'air. Donc, 1 pascal est égal à 1 newton, divisé par mètre carré. Ça, c'est l'unité qu'on va utiliser pour la pression. On va utiliser plus précisément les kilopascals. Le newton est l'unité de force et la surface d'air est mesurée en mètres carrés. Donc, j'aimerais bien que vous pensiez à la pression comme étant le nombre de collisions qui peut exister entre certaines particules. Donc, c'est déterminé par le mouvement aléatoire des particules qui frappent la surface interne du contenant ou se frappent entre eux. Alors, comme on vient de voir, la pression, c'est égal à la force divisée par la surface d'air. Alors, la pression atmosphérique, c'est la pesanteur d'une colonne d'air sur une surface de mètre carré. Alors, si par exemple, on est juste là, bien, toute cette colonne d'air-là existe sur notre tête et elle exerce une certaine pression sur notre tête et on attribue la valeur de 1 atmosphère à cette valeur-là, qui équivaut à 101,3 kPa. Ça, c'est la pression atmosphérique standard. Elle est aussi égale à 760 mm de mercure ou 760 torr, en honneur du monsieur qui a été le premier à figurer cette valeur. Donc, on peut voir que la pression sur la Terre est beaucoup plus élevée et le plus qu'on monte sur les montagnes, bien, le plus que la pression diminue et le plus qu'on s'éloigne de dans notre atmosphère, le plus que cette pression-là diminue jusqu'à ce qu'elle soit inexistante dans l'espace, étant donné qu'il n'y a pas de particules d'air. Donc, j'ai mentionné les torts et les torts sont basés sur le nom de M. Torricelli et c'est un des premiers monsieur qui a inventé le baromètre. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rempli de mercure un tube ouvert d'une extrémité, comme vous pouvez voir dans la figure. Et il avait 1 cm de diamètre et il l'a renversé dans un plat plein de mercure. Alors, ce qui est arrivé, c'est que la pression de l'atmosphère a fait monter le mercure dans le tube qu'il a inséré jusqu'à une hauteur de 760 mm. Alors, il a appelé ça la pression atmosphérique qui a une valeur de 700 mm ou 700 torr en son honneur. Et cette valeur. Donc, c'est quoi un baromètre? Bien, un baromètre, c'est ce qu'on utilise pour mesurer la pression. N'importe la forme, les vaisseaux connectés dans un baromètre vont toujours remplir à la même hauteur, comme vous pouvez voir, malgré les différentes formes. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Un manomètre est un peu différent d'un baromètre dans le sens qu'il mesure la pression d'un gaz par rapport à la pression atmosphérique. Donc, ici, par exemple, on peut voir il y a un ballon rempli de gaz. Si la pression de ce gaz-là était identique à la pression atmosphérique, le mercure à l'intérieur aura une hauteur égale des deux côtés. Mais étant donné ici que la pression de ce gaz est supérieure à la pression atmosphérique, il pousse plus sur le mercure et donc la hauteur du côté de la pression atmosphérique sera plus élevée. Ça aurait été l'inverse si la pression. Question. Qu'est-ce qui arrive à la pression quand le volume diminue?
On est sorti avec la loi de Boyle-Mariotte en nous basant sur les études de la relation entre le volume et la pression des gaz, qui est publiée par le scientifique irlandais Robert Boyle en 1662 et les recherches du scientifique français Ed Mariotte en 1676. Donc, puisque les molécules se déplacent une distance plus courte quand le volume diminue, elles vont frapper les parois du contenant plus souvent, ainsi que rentrer en collision avec les autres particules. Donc, la pression interne du gaz va augmenter. Distance diminue quand le volume diminue. Le nombre de collisions augmente, donc la pression augmente. Les expériences de Boyle-Mariotte étaient simples. Je vais juste en parler une couple de minutes. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que ça c'est l'expérience de Boyle. Donc, il y avait 3 tubes en forme de J. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fermé un bout, puis ont ajouté du gaz, l'air emprisonné, et puis du mercure. Et évidemment, le plus de mercure qu'ils ont ajouté, le plus que la pression sur le gaz a augmenté et le plus que le volume occupé par ce gaz a diminué. Alors, voici la loi de Boyle-Mariotte. Elle est simple. Le volume d'une quantité donnée de gaz à température constante, et c'est très important que la température ne change pas, est inversement proportionnelle à la pression appliquée. Ceci veut dire que quand le volume diminue, la pression va augmenter, et quand le volume augmente, la pression va diminuer. Alors, puisqu'on a dit que le volume est inversement proportionnel à la pression, on utilise ce symbole-là pour proportionnalité. Donc, V est inversement proportionnel à 1 sur P, comme c'est l'inverse. On peut représenter ou on peut remplacer le symbole de proportionnalité par une constante. Donc, ici, la constante est K si on met le signe d'égalité. Donc, V est égal à K fois 1 sur P. Et ceci veut dire que P fois V est égal à K, où K est une constante. Alors, puisque P fois V, c'est égal à une constante, les conditions initiales doivent être les mêmes que les conditions finales, étant donné que K ne change pas. Alors, si PI, VI est égal à K, donc certaines ressources vont utiliser le I pour condition initiale et F pour condition finale. D'autres ressources vont utiliser P1, V1 et P2, V2, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une variation du volume ou de la pression mène à une condition différente résultante. PF, VF est égal à K. Donc, si PI, VI est égal à K et PF, VF est égal à K, PI, VI doit être égal à PF, VF. Donc, j'aimerais qu'on utilise la loi de Boyle-Mariotte afin de résoudre un problème ensemble. Un ballon météorologique a un volume de 2 fois 10 à la 3 litres et une pression de 96,3 kPa. S'il s'élève à une altitude de 1 fois 10 à la 3 mètres, ou la pression atmosphérique de 60,8 kPa, on va assumer que la température ne change pas. C'est quoi le volume final du ballon? Alors ici, on nous demande de trouver le volume du ballon, ou V2, après que la pression est diminuée parce que l'altitude a augmenté. Et comme on a dit au début, le plus que j'augmente dans l'atmosphère, le plus que la pression diminue. Voici les données qui nous sont disponibles. Je sais c'est quoi la pression au premier volume. Donc, P1 est égal à 96,3, V1 est égal à 2 fois 10 à la 3 litres. P2 est égal à 60,8 kPa. Alors, je sais que la température ne change pas et je cherche V2. Donc, je sais que la loi de Boyle nous dit que P1, V1 est égal à P2, V2. J'isole V2, qui veut dire que c'est P1 fois V1 divisé par P2. Alors, je mets toutes les valeurs que je connais et le volume final est 3,17 fois 10 à la 3 litres. Bonne pratique!